Voilà, donc bienvenue à ce 35e café, le dernier avant les vacances. On reprendra ensuite en septembre avec un café sur le suivi des odonates. Aujourd'hui, donc, le sujet, c'est l'agrivoltaïsme et le photovoltaïque, ou le photovoltaïque et l'agrivoltaïsme, où en est-on dans les espaces naturels. Pour cela, ce ne sont pas des gestionnaires qui viennent faire un retour d'expérience aujourd'hui, mais donc deux partenaires du coup extérieurs. Donc Guy Bousquet, qui est chef de service énergie, risque bâtiment sécurité à la DDT de l'Aveyron, et Lauriane Crust, donc, qui est co-directrice d'un bureau d'études agricoles PC Consult. Voilà, donc on fera un petit peu le point sur tout ce qui est réglementaire, chiffres, où est-ce qu'on en est sur tout ça. Comme je le disais dans le mail, on essaiera de faire un peu plus tard dans l'année ou en début d'année prochaine, une fois qu'on aura un peu plus de retours sur le sujet en lien vraiment avec l'impact sur la biodiversité et des retours d'expérience de gestionnaire, un autre café génial sur le sujet plus orienté donc gestionnaire. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à utiliser le chat pour intervenir, mais le mieux, c'est encore mieux, c'est à l'oral, hein, entre les présentations, puisqu'il y a toujours des temps d'échange. N'hésitez pas à garder votre caméra allumée et le webinaire est enregistré, mais ça, je l'ai déjà dit. Je vous propose qu'on fasse un petit tour d'écran, mais assez rapide, parce qu'on est assez nombreux, donc vraiment nom, prénom, structure. Et ensuite, on laissera la parole, du coup, à Guy Bousquet pour démarrer. Il y aura ensuite Lauriane qui prendra le relais et Guy qui reviendra à la fin. On a fait un petit passage de parole pour ce café. Donc, je vais passer la parole et donc ça tombe sur toi, Nina, tu es la première. D'accord. Bonjour tout le monde. Du coup, je m'appelle Nina Combet. Je travaille à l'association Copage qui est basée en Lozère. Et c'est une association qui fait le lien entre agriculture et environnement. Moi, je suis chargée de mission Natura 2000, mais bon, on est sollicité sur l'agrivoltaïsme du fait qu'on travaille aussi beaucoup sur les sujets agricoles. Voilà. Merci, Nina. Mathilde? Ah, on t'entend pas, tu n'as pas mis ton micro. Pardon. Bonjour tout le monde, je m'appelle Mathilde Pinard et je travaille au site du Pont du Gard, au service Mission Paysage et Patrimoine mondial. Et donc, on est en charge de tous les dossiers aussi en lien avec les services de l'État et pour gérer aussi toutes les protections, sites classés au-dessus du Code de l'environnement, monuments historiques, etc. Voilà. Et on s'intéresse aux photovoltaïques parce qu'on voudrait en installer des panneaux. Voilà. Merci, Mathilde. Pierre? On ne t'entend pas, Pierre. Non. Je, je vais passer la parole à Laure et quand ça refonctionne, je reviens vers toi. Bonjour à tous, donc Laure Jacob, chargée de mission Milieu naturel, faune flore au Parc naturel régional des Grands Causses. Et je suis partante pour une visite du site du Pont du Gard. Je viendrai avec toi. Avec plaisir, Laure. Et avec plaisir Il y a aussi. plein de choses à aborder. Je connais bien le site, mais je pense qu'il y a plein de sujets intéressants pour tout le monde. Tout à Merci à fait. tous. Clara? Bonjour, Clara Ferrari, donc je suis chargée de mission environnement à la communauté de communes Castelnaudary, Lauragais et Audois, donc dans l'Aude, en charge de l'animation d'un site Natura 2000 et je fais le suivi des projets ENR sur le territoire. Merci, Clara. Estelle? Bonjour à tous, donc Estelle Dominique Barroso, je suis à l'ADASEA du Gers et je réalise des études préalables agricoles et notamment dans le cadre de projets agrivoltaïques maintenant, puisque c'est sur terre agricole. Donc la thématique m'intéresse énormément. Voilà. Merci, Estelle. Alors, j'allais dire Anna, mais non. Je te laisse donc te présenter. Bonjour, oui, il faut que je change ça. Mathieu Daval, donc remplaçant d'Anna Muller pendant son congé maternité, chargé de mission agri-environnement au CPE des Cosses Méridionaux. Je suis animateur de Natura 2000 sur deux sites, Cosses du Larzac et Contrefort du Larzac. Et on a de plus en plus de projets agrivoltaïques qui essaient de se faire
pour l'instant qui ne se font pas sur le secteur. Et voilà, j'aimerais bien avoir un peu plus d'informations dessus. Eh ben, Merci. tu es au bon endroit. Merci. Caroline? Oui, bonjour. Donc moi, c'est Caroline Rivière, je travaille comme chargée de mission agroécologie au sein Occitanie. Et c'est mon premier café génial. J'ai eu le lien par un collègue, Charlie Lévesque. Voilà. Donc pour l'instant, on n'est pas trop positionné sur les projets agrivoltaïques ou photovoltaïques, mais c'est aussi une thématique qui nous intéresse parce que c'est en pleine expansion. Donc c'est pour ça que je suis là pour écouter. Super, merci Caroline. Vincent? Vincent, tu as peut-être toujours les mêmes problèmes de micro. Aurore? Ah, Aurore, est-ce que tu nous entends? Elle s'est présentée dans le chat, elle a un problème de micro. Ah, j'avais pas vu. Ok, merci beaucoup. Jocelyne? Oui. Ah, Ah oui, bonjour, ça marche. Désolée, un peu de... Jocelyne Cambessade, donc je suis responsable du pôle conservation et restauration écologique au Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. Et c'est en particulier dans le cadre de nos missions d'appui au service de l'État et aux collectivités qu'on est confronté à des cas de dossiers d'aménagement, euh, d'installation de sites d'énergie renouvelable et à l'évaluation des impacts là-dessus. merci Jocelyne. Léonie? Oui. Vous m'entendez? Oui, Ok. Donc Léonie Leverger, je travaille au Parc des Causses du Quercy. Je suis chargée de mission agroécologie. Et ben, nous, comme un peu tout le monde, je pense, on a aussi on a beaucoup de développement de projets sur notre territoire. Et donc, on aimerait bien en savoir un peu plus aussi sur les effets que ça a et en apprendre plus. Voilà. merci Léonie. Stéphane? Non, pas Stéphane. Si, Stéphane. J'essaie Ah, Stéphane a quelques petits problèmes de connexion. Stéphane Delbos, moi je suis salarié à le concept, donc un peu comme ma collègue. Vous m'entendez? Non? Pas très très Non. bien. Bon, je, La je vais vous connexion n'est mettre un pas bonne. commentaire alors sinon. Ça marche. Merci Vous Stéphane. m'entendez pas? Non? Là, on t'entend, si. Là, ça ne fonctionne plus. Ouais, mon téléphone. Non, ça grésille beaucoup. Ouais, voilà. Donc moi, je suis à Rural Concept, qui est un peu l'équivalent en fait du GER, où on réalise. Ouais. Bon, je vais vous faire un peu. Merci Stéphane. Dans le chat, effectivement, ce sera mieux, je pense. Et pour terminer, Naïmi? Bonjour, Naomi Rocheverger, je suis chargée de mission Natura 2000 au Parc des Pyrénées ariégeoises. Et je viens à peine de checker mes mails. Ça faisait une semaine que j'étais sur le terrain, donc je débarque un peu. Mais voilà, sur le site, ça nous concerne pas mal l'agrivoltaïsme, le photovoltaïsme. Donc c'était un peu pour avoir les infos et faire un point. Ça marche, parfait. Alors, je crois que j'ai oublié personne. Pierre, je ne sais pas si ça refonctionne mieux. On va essayer, ça marche là? Oui, ça fonctionne. Ah, super. Du coup, Pierre Sarouy, chargé de projet biodiversité au conseil départemental des Pyrénées-Orientales. Voilà. Parfait. Ah, et il y a Elia qui vient d'arriver. On va prendre au vol peut-être, si tu peux te présenter. Et Jason aussi. Jason, on arrive en fin de tour d'écran si tu veux te présenter. Non, ils sont en participant mystère. Alors du coup, Guy, et je vais te laisser la parole et te présenter. Lauriane, tu te présenteras en début de présentation aussi en suivant peut-être. Donc je te laisse partager ton écran, Guy, pour démarrer.
Est-ce que ça marche? Alors, on t'entend, mais il n'y a pas de partage. Est-ce que là, ça marche? Là, c'est bon. Bon. Donc, Parfait. bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis en compagnie qui s'est pas présentée, Sylvie Rollin, qui est notre chargée de agri-environnement, enfin agri ENR auprès du monde agricole, donc qui est particulièrement active dans le domaine, notamment avec la recrudescence des sollicitations et des développements de l'agri-PV. Bonjour à tous. Voilà. Donc, ma présentation, je vais repartir un petit peu de la base, c'est-à-dire, et vous serez sûrement frustrés je parlerai très peu d'espaces protégés, de protection forte, etc. Parce que je pense que vous êtes bien plus spécialiste que moi. Donc, je suis à la tête d'un service d'une trentaine de personnes à la DDT de l'Aveyron, mais on n'a pas vraiment, nous, de vocation on n'a pas en charge la biodiversité. C'est ma collègue de, de, de l'autre service eau et biodiversité, Martine, qui gère plutôt cet aspect-là. Mais comme vous verrez, ça peut être des informations complémentaires à vos problématiques. Donc, alors, je fais attention. Donc voilà, l'ENR, pourquoi on développe les ENR? Donc en fait, il y a cette loi énergie-climat de 2019 qui est très importante dans le développement des ENR, à savoir que l'objectif, c'est d'atteindre la neutralité carbone en 2050, avec une étape en 2030, où déjà en 2030, il faut qu'on ait 33% de la consommation d'énergie qui soit des énergies renouvelables. Voilà. Le parc électrique doit être doublé en France. C'est un chiffre assez important. Et vous voyez que la consommation en énergie carbonée doit être réduite au strict minimum. Donc, il faut vraiment tendre vers zéro. Donc, à terme, en 2050, c'est quand même 60% de NR. Donc, c'est colossal comme progression. Et donc, le PV, le photovoltaïque, est une part importante de ça. Donc aujourd'hui, si vous voulez en savoir un peu plus sur le mix énergétique, je vous conseille un site qui est libre d'accès, qui représente en instantané la consommation et la production d'énergie en France. Avec tous les échanges qu'il y a, vous comprendrez aussi que on n'est pas seul et que finalement aujourd'hui l'énergie elle est un peu elle se gère à l'échelle européenne et que tous les pays sont ou contributeurs ou consommateurs, exportateurs, importateurs. C'est très très bien fait comme site. Donc je vous ai juste fait une capture d'écran là sur le mois de le 10 mai là où on a battu un record de production en énergie photovoltaïque en France. On était à 15 000 mégawatts. Donc chaque année on bat ce record parce que on a une progression des installations qui est assez importante. 15 000 mégawatts, c'est 15 réacteurs nucléaires pour vous donner un ordre d'idée. Et ce jour-là, ça a représenté pratiquement plus de 36% de la production. Donc, ce qui est quand même assez important. Alors que la France est plutôt en retard dans son développement de PV par rapport à d'autres pays, notamment l'Allemagne, la Pologne et l'Espagne qui sont très en avance, qui ont une part un parc PV très très important. Un autre facteur, c'est qu'il faut que vous gardiez à l'esprit, c'est que le PV, ça a une très grosse variabilité. Vous voyez que le minimum, c'est au mois de janvier, on est à 2300 mégawatts et maximum, on est à 15 000. Donc, pour RTE et pour incorporer cette énergie-là dans le mix, c'est pas facile parce que justement, on maîtrise pas cette production et elle est liée aux conditions climatiques, ensoleillement. Donc, on a beaucoup plus d'ensoleillement l'été que l'hiver, etc., etc. Donc, ça a une conséquence. C'est toujours pareil. Là, c'est un capture d'écran des comics. Donc, vous voyez que
le prix de l'énergie en instantané, c'est-à-dire le marché spot, il est très variable et que quand on injecte des quantités de production d'énergie issues du PV de façon importante, ben, le prix du kilowatt, il tombe pratiquement à zéro dans beaucoup de départements, dans beaucoup de pays, notamment, je vous ai cité l'Allemagne, la France et l'Espagne, mais surtout l'Espagne et l'Allemagne qui sont des gros producteurs. Mais comme l'Allemagne, c'est elle qui a l'autoroute des tuyaux qui transportent cette énergie, ben, de fait, elle se retrouve au tarif de ses voisins. Donc voilà, avec un prix du kilowatt, vous l'avez en dessus là, qui est très 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 faible. Donc, c'est à garder à l'esprit que c'est une énergie, entre guillemets, qui est très peu rémunérée. Ça, on en reparlera peut-être plus tard. Voilà. Plus localement, au niveau régional, donc voilà un petit peu les tendances qui nous étaient allouées par le SRADET en termes de développement ENR. Alors, vous voyez qu'on est sur une pente assez élevée. Mais sur la droite, je vous ai fait un petit capture de la projection et de développement du PV en Aveyron. Vous voyez que c'est une courbe exponentielle. Cette courbe-là, on l'avait modélisée il y a 3 4 ans, voire un petit peu plus. En fait, elle s'avère exacte, voire même légèrement dépassée. Et vous voyez qu'on est en train de décoller et ce décollage nous permettra d'être bien en avance par rapport à la courbe théorique qui correspond à la courbe du SRADET. Voilà. Donc, on va remplir à ce rythme-là très largement les objectifs en matière de développement du PV au niveau régional, voire même national. D'où peut-être des réflexions que je mènerai plus tard sur faut-il aller sur l'agri PV. Voilà, donc l'Aveyron plus particulièrement, donc on est au 6e rang en termes de production, bon, très proche de l'Aude. Une des caractéristiques de l'Aveyron, c'est que si vous voulez, aujourd'hui, le parc régional d'installation est réparti avec des petites installations, ça c'est les moins de 36, les moyennes installations entre 36 kg et 250 kg, et puis les grosses installations qui souvent sont les installations de PV au sol qu'on voit des fois au bord de l'autoroute. L'Aveyron a une spécificité, c'est qu'elle a énormément de moyennes installations, notamment sur ses bâtiments agricoles. Et chez nous, c'est inversé, on le voit juste après, c'est les moyennes installations qui sont prépondérantes, notamment avec la grosse part des bâtiments agricoles, d'élevage, qui sont d'une taille conséquente, qui contribuent à la production énergétique photovoltaïque de l'Aveyron. Voilà. Sur un bilan plus chiffré, aujourd'hui, on a un parc de 350 mégawatts. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'an dernier, en 2023, on a mis en service 50 mégawatts. Donc, sur ce rythme-là, il faudrait 6 ans seulement pour doubler notre parc qui est en cours de construction depuis une vingtaine d'années. Donc, on voit bien que ça s'accélère. Et si on regarde plus spécifiquement, au premier trimestre 2024, on a réussi à faire pratiquement la moitié de ce qu'on avait fait l'an dernier. Et autre chiffre qui est éloquent, c'est que Enedis a un stock 290 mégawatts de raccordement. Alors, tout n'ira peut-être pas jusqu'au bout, mais ça montre que, grosso modo, on a déjà un stock de quoi doubler notre parc énergétique PV. Voilà. Comme je vous le disais, une spécificité de l'Aveyron, c'est que les parcs au sol représentent que 13% du parc PV et le reste est en ombrière et en toiture. Donc avec une consommation d'espace entre guillemets naturel qui est relativement faible. Voilà. Ça, c'était les premiers grands chiffres. Je ne sais pas si ça appelle des réactions. Moi, je comprends pas quand vous dites que Enedis a une certaine quantité d'énergie en stock dans les raccordements, c'est-à-dire que c'est des parcs qui ont prévu d'être construits? Alors vous avez tout à fait raison. Là, ce que je vous ai parlé, c'est ce qui est installé. Installé, ça veut dire raccordé
qu'Enedis a donné son feu vert et que surtout EDF Achat prend en compte la production. Mais entre le moment où on commence un projet et qu'on l'inscrit dans la file d'attente pour le raccordement, et le raccordement, généralement, il s'écoule une petite paire d'années. Voilà. Donc, en fait, c'est le stock qu'on pourrait naturellement attendre mis en service dans les 2 ans à venir. Si Enedis et RTE arrivaient à suivre la cadence. Voilà, il y a quelques, comme on dit, c'est un peu un embouteillage, quoi. D'accord, merci. Voilà, alors si il n'y a pas d'autres questions, je vais laisser Laurine peut-être continuer sur la partie réglementaire. Oui, alors du coup, je vais Lauriane, essayer. pardon. Lauriane. Il n'y a pas de souci, je me suis reconnue. Hop. Alors, c'est cet écran-là. Ok. Voilà. Est-ce que ça apparaît correctement? Pas en plein écran, du coup. Pas en plein écran. Alors, je voulais lancer justement ensuite. Est-ce que ça marche si je lance? Alors, Coco. Voilà. Est-ce que Parfait. comme ça, c'est mieux? Voilà, nickel. Hop là. Tu peux te présenter peut-être, Lauriane, du coup? Oui, Avant de- Lauriane Crust, du coup, comme a dit Julie, co-directrice chez PC Consult, on est un bureau d'études agricoles, donc essentiellement tout ce qui est EPA, un peu comme notre collègue Adazia Gers, et puis études de potentiel agronomique des sols, et 80% des projets qu'on a, c'est de l'agrivoltaïsme, donc commence à voir des diversifications plus intéressantes que ce qu'on avait au tout début. Donc là, je vais être moins rigolote que Monsieur Bousquet, parce qu'on a eu une réglementation donc, qui est venue tout récemment pour atteindre les objectifs nationaux de la France, qu'on a des nouveaux outils législatifs, notamment au travers de la loi d'accélération des ENR, qui date de 10 mars 2023. Cette loi a ouvert la voie à un encadrement, de l'agrivoltaïsme et a surtout introduit dans le code de l'urbanisme les sous-sections qui concernent des installations agrivoltaïques et les installations agricompatibles, avec plein d'autres petites lois qui permettent aussi de maintenir les primes PAC en fonction du taux de couverture du décret qui est sorti le 8 avril dernier. Même si on a des distinctions qui sont établies entre donc agrivoltaïsme et agricompatible, on a quand même des points communs entre les deux, c'est-à-dire qu'on a une autorisation qui sera limitée sous condition de démantèlement, avec des garanties de réversibilité, une obligation de remise en état des sites, euh, une implantation qui sera impossible maintenant si on a un défrichement qui est supérieur ou égal à 25 hectares. Et encore en balance parce que les décrets ont été en consultation, mais pas encore promulgués. Donc, on a une durée d'exploitation maximale de 10 ans reconductible pour 10 ans sous condition. Et également des garanties financières donc, qui s'élèvent à 1 000 € par mégawatt crête si on est en dessous de 10 mégawatts crête et 10 000 si on est au-dessus des 10 mégawatts crête. Dans les deux cas, on a des aspects de calendrier pour les CDPNAF qui viennent valider, en fait, enfin donner un avis sur les projets qui sont présentés, donc qui est de rendre un avis dans les 2 mois après la date de dépôt de ces demandes. Ensuite, pour passer à la première sous-section, donc les installations agrivoltaïques, l'encadrement, donc les projets devront répondre aux critères agrivoltaïques qui ont été introduits dans l'article L314-36 du Code de l'énergie.
ainsi que plusieurs décrets et arrêtés qui vont être amenés à aller compléter ces notions-là. Donc, je vous ai mis des petits points d'exclamation là où il nous manque encore des compléments sur ces points-là, justement. Donc, on devra démontrer qu'on a des services rendus à la parcelle par rapport à l'amélioration du potentiel agronomique, adaptation au changement climatique, protection contre les aléas et amélioration du bien-être animal. Donc, c'est soit un service rendu, soit un maintien. Il ne faut pas qu'il y ait une atteinte dans ces services-là. Ensuite, il faudra que les projets démontrent que la production agricole est significative. Donc là, on a encore quelques éléments qui doivent arriver, puisqu'on a des notions de surface non valorisables, hein, parce qu'on a des voiries, on a des postes sources, enfin des postes de transformation, etc. On a aussi le taux de recouvrement qui va apparaître, mais ça va dépendre de certaines technologies qui doivent être validées par un arrêté. On a aussi le revenu qui doit être durable pour l'exploitant qui sera sous les panneaux. Là, j'ai pas mis de point d'exclamation, mais il y a encore quelques petites choses qui doivent être précisées, puisque voilà, c'est pas assez précis. Il faut que ce soit une production végétale ou animale, mais voilà, les critères sur lesquels ils vont se baser ne sont pas encore détaillés. Il faudra également prouver que la production agricole est une activité principale. Donc là, pareil, on attend des compléments. La réversibilité, donc par rapport à la loi ZAN, selon certains cas, je vais peut-être un peu trop détaillé, on pourra en parler après, mais voilà, des installations particulières, enfin des installations, des attendus en fait sur ces projets-là. Et une zone témoin qui doit être mis en place. Alors ça va dépendre si c'est du projet des cultures ou de l'élevage. Et là encore, donc on attend des compléments. Dans ce cas-ci, quand le projet passera en CDPENAF, c'est un avis conforme, c'est-à-dire que le préfet va suivre l'avis de la CDPENAF. Pour ce qui est des suivis des installations agrivoltaïques, donc elles sont contrôlées avant la mise en service et ensuite après la mise en service. Donc ça va dépendre en fonction des technologies qui doivent être éprouvées et qui sortiront dans un arrêté ministériel. Donc, on aura des fréquences différentes. Donc, soit à partir de la 6e année, tous les 5 ans à partir de la 6e année, soit tous les 3 ans si on est en technologie non éprouvée, mais avec un ratio de recouvrement qui sera inférieur à 40%. Et dans le dernier cas, donc si on est supérieur à 40% et une technologie non éprouvée, ce sera une fréquence de suivi le contrôle du suivi tous les ans. Donc ça, c'était pour l'agrivoltaïsme. Et de l'autre côté, en sous-section 2, on a les installations agri-compatibles avec l'exercice d'une activité agricole. Donc là, ce seront des surfaces qui vont être identifiées dans ce qu'on appelle des documents cadres. Donc, on a la chambre du département qui travaille sur sélectionner des surfaces qui pourraient rentrer dans ces documents et ensuite ce sera validé par un arrêté préfectoral. Ces surfaces, généralement, ce sont des sols réputés, enfin, du moins la loi oriente sur des sols réputés incultes ou non exploités depuis plus de 10 ans à partir de mars 2023. Et ensuite, on a une petite liste que je vous ai mis dans la diapo suivante de 14 autres points qu'on peut introduire dans ces documents cadres-là. Tous ces projets-là, agri-compatibles, doivent être hors parcs nationaux, hors réserves naturelles. Et également respecter les critères relatifs à la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Et donc là, on attend encore des informations complémentaires. Dans le cadre des installations compatibles, le passage en CDPENAF est un avis simple. Donc, si la CDPENAF donne un avis défavorable, mais que le préfet, pour d'autres raisons, le préfet ou la préfète, peut aller à l'encontre de cet avis, peuvent entrer dans ces sites agri-compatibles. Pardon? J'ai cru entendre quelqu'un. Donc, toutes les surfaces agricoles non exploitées depuis plus de 10 ans, les sols incultes, mais également donc, des sols agricoles non exploités à moins de 100 mètres d'un bâtiment agricole, des sites pollués, des anciennes carrières, alors avec des distinctions s'il y a une remise en état agricole prescrite ou une activité qui a été
une carrière qui était en activité avec une durée de concession supérieure à 25 ans. Des anciennes mines, des installations de stockage, des anciens aérodromes ou des délaissés d'aérodromes incorporés au domaine public ou privé, des délaissés fluviales, des ICPE qui étaient soumises à autorisation sauf des carrières et parcs éoliens, certains plans d'eau, enfin voilà, des plans d'eau, des zones de danger importants en site Céveso, des zones d'aléas forts ou très forts pour un PPRT, terrain militaire présentant une pollution pyrotechnique et une zone favorable à l'implantation des PV qui sont déjà inscrites dans les PLU ou PLUI. J'ai déjà inscrite parce que si on change le PLU entre-temps. Voilà. Donc ça, c'était pour les projets agri compatibles. Et puis avec Julie, on pensait que, alors, à défaut d'avoir des retours d'expérience sur la biodiversité, en fait, on ne peut pas vous faire des retours d'expérience sur des projets agrivoltaïques parce que ce qui va bien marcher à un endroit va absolument pas marcher à un autre endroit. Donc, en fait, je voulais juste vous préciser voilà, bon, vous avez la liste de tous les décrets, j'avais oublié qu'on attend encore. Et du coup, je voulais juste vous faire un petit point à part sur un intérêt qu'on peut voir entre la synergie entre une certaine culture et la photovoltaïque. C'est que on a des plantes qui vont avoir un seuil de tolérance à l'ombrage qui va bien marcher avec des parcs photovoltaïques et d'autres où ça ne marchera pas. Et même des fois des variétés, en fait qui fonctionneront bien sous les panneaux et d'autres pas. Et ça va vraiment dépendre du contexte pédoclimatique des cultures et des structures photovoltaïques. En fait, il y a alors je sais pas si vous voyez, à partir d'un certain niveau de radiation, il n'y a pas de bénéfice pour la culture, pour certaines cultures, et on peut même avoir des effets négatifs en fait derrière, avec des brûlures, une évapotranspiration excessive. Et aussi des animaux qui vont être en souffrance dès qu'on a une certaine augmentation de la température. Les poules commencent à ne plus pondre. Donc, c'est ce point-là qui est mis en avant sur ces synergies, mais faut bien être prudent sur vraiment ce contexte pédoclimatique, la culture ou la variété, et en fait le type de structure qu'on peut avoir sur le projet. On peut très bien avoir des panneaux qui vont être pilotés et s'effacer totalement à une certaine période de l'année pour que les plantes atteignent leur taux de saturation et qu'ensuite il n'y ait pas d'effet néfaste avec une trop grosse radiation juste avant la récolte qui pourrait perturber justement la photosynthèse des plantes. Je vous ai mis en diapo suivante, en fait, des travaux et des études par thème, en fait, sur du maraîchage, de l'arboriculture, des cultures de vente, du fourrage, des élevages. Elles sont toutes libres d'accès, il n'y a pas de souci. Et vous avez aussi la librairie de l'ADEME qui vous permet de voir des retours d'expérience qui ont été compilés par l'ADEME, qui est une source fiable. Toutes les autres études, là, c'est soit l'INRA, soit des chercheurs qui ont publié dans des revues scientifiques qui sont aussi fiables. Et du coup, on a appris qu'on attendait un guide national qui était espéré d'ici la fin de juin. Bon, je crois qu'on est très très proche de la fin juin, donc on va l'attendre incessamment sous peu. Mais voilà, c'est à défaut de biodiversité, ces études-là peuvent vous donner une petite idée sur certains contextes qui fonctionnent et d'autres qui fonctionneraient pas. Je me permets, Lauriane, parce qu'il y a quelques questions dans le chat. Du coup, première question, tu as dit donc la production agricole doit être principale. Est-ce que ça veut dire que le revenu agricole doit être supérieur au revenu généré par l'agri-photovoltaïque ou pas? Non, c'est qu'il faut pas qu'il y ait une diminution par rapport à alors soit ce qui était fait avant, si c'est un maintien, soit des référentiels locaux. Et c'est là où on attend encore certaines infos parce qu'il y a
Voilà, il y a des référentiels qu'il n'y a pas. Si c'est une création, justement, si c'est une installation d'un exploitant, on ne peut pas se baser sur ces données avant. Mais il faut pas qu'il y ait une perte de plus de 10%, je crois, de mémoire. Et D'accord. c'est bien, je précise, c'est bien sur la production agricole, donc végétale ou animale, et hors l'indemnité qu'on peut avoir sur les panneaux pour l'exploitant. Et ensuite, Nina demande si tu as des exemples de plantes qui fonctionnent bien, du coup, et d'autres, inversement, qui ne fonctionnent pas sur panneau. Alors, il y a des plantes, là, si je reviens ici, on a des plantes qui sont plus tolérantes aux ombrages. C'est surtout des fruits rouges. Quelques fruits, les légumes fruits aussi qu'on peut avoir en maraîchage. Mais attention à chaque fois à bien réfléchir justement à ce point de saturation et à l'irradiation qu'on va avoir sous les panneaux. Donc ça, ils peuvent très bien le faire. C'est surtout un peu de budget en plus pour les développeurs. Mais il y en a qui sortent les sous pour le faire. Il y a des panneaux qui sont transparents, qui permettent justement la culture de framboise. Ils ont étudié quel était le niveau de radiation qu'il fallait que les plantes aient pour faire suffisamment de fruits de bonne qualité. Et du coup, ils ont adapté la transparence des panneaux pour ça. Alors, c'est sûr que du coup, dans la rotation, faut avoir des plantes qui ont à peu près la même tolérance. Et des plantes qui sont sensibles à l'ombrage, pour l'instant, on a identifié du maïs d'après les études, certaines tubercules. Et alors, les légumineuses, c'est un peu variable parce qu'on avait des retours négatifs sur la luzerne et il y a d'autres études qui sont sorties voilà, ça marchait. Donc, c'est, ça demande à encore être plus suivi. Je sais pas s'il y avait d'autres questions. Julie, t'as pas ton micro. Ah, mince. Exact, oui, voilà. Alors, je disais, donc il y a encore pas mal de questions dans le chat. Lauriane, je ne sais pas si tu as prévu de repasser la parole à Guy après. Du coup, à ce moment-là, on pourrait prendre des Si, j'ai questions fini. à l'oral. Enfin, je finis celles qui sont dans le chat, je vais les lire, mais sinon, n'hésitez pas du coup à prendre la parole à l'oral pour poser vos questions. Et ensuite, on repassera la parole à Guy. Donc Jason qui demandait si est-ce que toutes les ressources concernent le photovoltaïque ou c'est des généralités? Dans les ressources, je pense à la fin de ta dernière diapo, en fait. Ah oui, c'est que sur des projets agrivoltaïques. Que des projets agrivoltaïques, ok, super. Laure qui intervient en disant que ça demande une grande technicité en fait de la part des agriculteurs. Est-ce qu'il y a un suivi ou des formations sur le long terme qui sont prévues en parallèle de l'installation, j'imagine, des panneaux Alors, pour les agriculteurs? il y a des développeurs qui proposent des formations, mais sur des techniques agricoles. Et je sais qu'il y a des formations dans certains lycées agricoles qui sont en train de sortir justement sur l'agrivoltaïsme. Dans l'Indre, je sais qu'il y en a, il y a un lycée qui fait ça. Et j'ai cru voir passer une autre formation dans un autre département aussi, oui. Mais c'est plus, là, c'était plus de l'élevage. D'accord. Et bien justement, il y a une question aussi à savoir s'il y a des retours d'expérience en fait ou des études sur des zones de parcours en garrigue. En garrigue, et ben, faudrait que j'épluche les études précisément, mais je sais pas. Après, je pense qu'il y en a plus, de mémoire, il y en a plus dans le sud parce que historiquement, ça s'est plus développé dans le sud et ça remonte au fur et à mesure que le sud est saturé. Ok, donc on a Nina, je te laisse prendre peut-être la parole directement à l'oral. J'ai fini de lire ce qu'il y avait dans le chat. C'est plus. Ton micro fonctionne, toi? Je me souviens plus. Oui, oui. Oui, super. Non, en fait, c'était par rapport justement à l'élevage. Est-ce que vous avez des retours d'expérience? Tout à l'heure, vous avez parlé des poules qui, au bout d'un moment, enfin, la température induit une ponte ou non, mais sur d'autres animaux, des moutons, enfin, le pâturage du coup sous panneau, ce genre de choses. Il y a beaucoup, beaucoup d'études sur le vin, parce que historiquement, c'est ce qui a été fait en premier lieu dans les sites. Dans la diapo, il y a des études qui sont internationales et il y a des études dans la Nièvre. C'est la Chambre d'agriculture de la Nièvre
qui a fait un suivi à partir de 2021 sur deux lots, en fait. Il y a un lot qui est sous les panneaux et un autre qui est en dehors. Du coup, on a des températures au niveau de la peau qui sont inférieures sous les panneaux. On a aussi, ils ont identifié, enfin, identifié, ils ont mesuré qu'il y avait un gain moyen quotidien qui était supérieur par rapport, pour le lot sous panneau, par rapport à l'autre lot et un taux de mortalité qui était inférieur aussi. Ok. Par contre, on va donner les effets négatifs aussi. Il y a plus de piétinement sous les panneaux, puisqu'ils vont plus facilement aller s'abriter. Et du coup, qui dit piétinement dit que derrière, on a moins de pousses à certaines périodes de l'année, quoi, ça repart moins bien. Il y a la Chambre d'agriculture de la Nièvre. Sur l'élevage au vin, j'en ai eu une hier en plus. Il faudrait que je la retrouve. Je pourrais la rechercher le temps que Monsieur Bousquet reprenne la suite de la diapo. Et il y en avait une autre en France, mais par contre, je crois que c'est un développeur qui nous l'a fait passer en interne. Si elle n'est pas forcément disponible. Que celle de la Chambre d'agriculture de la Nièvre, je pense que vous l'avez plus facilement. Ok, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions sur cette partie? Bon, sachant qu'on pourra y revenir après la présentation de Guy, mais si vous avez encore une ou deux questions. Non. Bon. Eh bien, Guy, je te laisse repartager ton écran pour la suite. Alors, on est reparti. Est-ce que là, vous l'avez? Est-ce que vous voyez C'est parfait. mon écran? Oui. Donc, juste un petit rappel du développement PV en Aveyron. Donc, là, ça concerne que les centrales au sol, hein. Je vais pas trop vous embêter avec les centaines, voire les milliers de bâtiments agricoles qui ont fleuri en Aveyron. Donc, on avait établi une doctrine photovoltaïque départementale en 2009. Et aujourd'hui, on peut dire qu'elle a été respectée avec un peu plus de pratiquement une quinzaine d'années de fonctionnement. Donc cette doctrine, elle limitait l'installation des installations PV aux terrains anthropisés et non agricoles. Voilà. Ça a quand même donné lieu à beaucoup de refus parce que même si elle était claire, il y a quand même des petits malins qui ont tenté de présenter des projets. Donc, à peu près 45% des projets des centrales au sol qui ont été présentés ont été refusés, ce qui est quand même pas rien. Voilà. Bon, essentiellement les premières années. Après, c'est rentré dans l'ordre. Les projeteurs ont quand même pris en compte la règle qui était en vigueur en Aveyron. Voilà. Et comme tous, je pense que depuis 2020, eh ben, on est assailli de projets plus ou moins aboutis en agrivoltaïque. Et cette demande a tendance à s'accélérer. Donc, voilà. Et les dispositions du décret d'avril, là, vont pas sûrement inverser la tendance. Voilà. Donc, nous, on a été confrontés rapidement à tout ce qui était déjà un peu un questionnement autour de l'agri-PV, à savoir, voilà, quels sont les sites. Les sites reconnus dégradés et anthropisés sont en nombre limité. En Aveyron, on sait qu'on a fait à peu près le tour, parce qu'on les avait identifiés, donc on savait un peu quel était le gisement. Alors peut-être des départements plus industrialisés où il y a plus de friches agricoles sont un peu plus richement dotés, mais bon, pour notre cas, c'est assez limité. On a des soucis de raccordement et puis le grosse question, c'est l'encadrement de l'agrivoltaïsme qui nous pose beaucoup de questions. Voilà. Juste pour un rappel, là, quand je vous dis qu'on a une doctrine qui a été assez respectée, bon, il n'y a que deux dossiers qui sont passés un petit peu à travers, sinon le reste, c'est des délaissés de routiers, des anciennes carrières, des anciennes mines, anciennes décharges, délaissés d'aérodromes, et puis des zones qui avaient été identifiées au PLU, notamment des Total qui a réussi à implanter une centrale au sol sur une zone d'activité qui était vierge depuis quelques années et la collectivité a profité de l'opportunité offerte par les royalties de Total. Mais ça
ça n'a pas été sans contestation locale, notamment de la Chambre d'agriculture qui considérait que ces terrains-là pouvaient avoir vocation agricole. Euh, donc, je vais pas insister plus. Si vous voulez des détails, je pense que les documents vous seront transmis. Donc, par contre, en Aveyron, on est un très gros département ENR, ça je voulais pas préciser, mais en matière d'énergie hydroélectrique, on doit être le deuxième en France, premier régional, bien entendu. En PV, donc vous avez vu, on est sixième. En éolienne, on est on est plutôt deuxième de la région. Et on a aussi de la méthanisation, donc on est un département qui déjà est positif en matière de production d'énergie. Bon, après, on vit pas tout seul et puis on n'est pas autonome, c'est-à-dire que par moment, eh ben, s'il n'y a pas de vent, s'il n'y a pas d'eau et s'il n'y a pas de soleil, c'est centrales nucléaires qu'on n'a pas en Aveyron qui nous alimentent. Donc bon, ça, on fait partie on est un contributeur, mais on est aussi parfois des consommateurs. Euh, et et donc, du coup, en Aveyron, on a mis en place un comité départemental d'ENR. Alors, ça existait avant sous un autre nom, mais ça a été réactualisé là, sous l'action de notre préfet là, et surtout sur bah, les sollicitations qu'on avait de part et d'autre. Et puis, l'actualité avec l'accélération des ENR et les sollicitations des, des, des élus et des politiques et surtout bah, du corps préfectoral sur ce sujet-là. Donc, deux instances, une instance stratégique où on donne les grandes orientations pour décliner la politique et les objectifs nationaux au niveau départemental. Donc, on verra plus tard, on a mis en place 4 groupes de travail là, dans le cadre de cette instance stratégique. Et puis après, une instance technique qui existait déjà et qui est présidée par la sous-préfète référente ENR ou par le directeur des territoires. Et l'objectif, c'est d'analyser l'ensemble des projets de parcs éoliens, de centrales solaires, ainsi que les projets de NR importance à fort enjeu en amont des procédures administratives. Et du coup, là, tous les dossiers d'agri-PV rentrent là-dedans, à savoir qu'avant on essaye d'utiliser ce filtre pour orienter, réorienter ou déconseiller les projets inutiles comment on dit, d'encombrer les services instructeurs si on sait que les projets n'ont peu de chances d'aboutir parce qu'ils correspondent pas aux attentes ou qui ne sont pas satisfaisants. Donc, ces 4 groupes de travail qui ont été installés début 2024, on retrouve le GT photovoltaïque et agrivoltaïsme, on va en parler, le GT méthanisation, le GT paysage de l'énergie et le GT éolienne. C'était les sujets principaux qu'on avait en Aveyron notamment. Ce groupe de travail AgriPV, il insiste sur deux volets. Donc, comme l'a présenté Lauriane, le décret est sorti avec deux volets. Un volet propre à l'agrivoltaïsme et un volet qui est plutôt sur les espaces naturels, agricoles et forestiers. Et là, dans ce cadre-là, c'est plutôt la Chambre d'agriculture qui a la main avec la rédaction de son document cadre. Donc, dans le cas d'espèce de l'Aveyron, la Chambre d'agriculture était réticente à élaborer ce document, mais on l'a sollicité un peu fortement. Et donc là, elle a changé un petit peu de position. Donc, elle a engagé un travail et elle escompte produire ce document pour septembre. Et dans l'agrivoltaïsme, du coup, on est en train d'établir une doctrine pour pouvoir un peu filtrer en amont et donner des indicateurs aux porteurs de projets et éviter qu'on passe aujourd'hui sur la trentaine des dossiers qui sont passés en instance, aucun n'a été adoubé, quoi. Donc, il y a eu 3 sessions pour l'instant. Et bon, les premiers débats montrent quand même une grande prudence et la nécessité de sélectionner des projets vertueux pour le territoire et la souveraineté alimentaire.
Donc, aujourd'hui, on a une profession agricole qui est très forte en Aveyron et qui demande des garanties. Alors, bon, elle est très attachée à ce que la production agricole soit maintenue parce que nous, en Aveyron, on a beaucoup de labels, d'AOP et on a quand même une valeur ajoutée agricole assez importante. Et du coup, si on diminue la production, ben, tout de suite, ça va avoir des conséquences importantes sur l'économie locale. Je prends un exemple, Roquefort, aujourd'hui, on a des producteurs Roquefort, on a des transporteurs, on a des laitiers, on a des, des affineurs. Donc, du coup, si on a des exploitants agricoles qui partent, qu'ils auront un revenu complémentaire apporté par la grippe EV, délaissent leur production parce que traire des brebis matin et soir, c'est quand même pénible et c'est voilà. Donc, du coup, ça aurait des conséquences sur toute la chaîne économique locale. Donc, ils sont très attachés à ce que justement il n'y ait pas de concurrence déloyale entre les royalties offerts et promis par des installations agri-PV et le dur labeur d'éleveurs dans le Larzac. Bon, je caricature un petit peu, mais c'est un petit peu ça qui se joue. Voilà, il y a beaucoup de questions sur le revenu durable, la chaîne de valeur. Voilà, est-ce que c'est le propriétaire, est-ce que c'est le locataire, est-ce que c'est la collectivité qui touche les royalties? Il y a des réflexions aussi sur les parcelles, quel type de parcelles on pourrait accepter. Et là, c'est plutôt à l'inverse, qu'est-ce qu'il faut exclure d'emblée, notamment les parcours du Larzac. Tout le monde connaît un petit peu le Larzac avec des parcours, des parcelles de 400 hectares où il y a un troupeau qui passe une fois tous les 15 jours pour paître cette production qui est assez faible. Donc ça, typiquement, ça paraît alléchant d'y mettre des panneaux photovoltaïques compte tenu de la faible capacité de production. Mais là, typiquement, la profession agricole est très rétive à ça parce qu'elle sait que pour le coup, ça va être une concurrence très déloyale. Donc, éviter aussi le mitage, paradoxalement, le mitage et voir germer des parcs photovoltaïques à droite à gauche, ça interroge et ça questionne. Donc, ce serait conserver ces installations à proximité des exploitations et respecter aussi les documents d'urbanisme. Donc, en fait, on s'aperçoit que les documents d'urbanisme revêtent un caractère important, notamment pour ce développement. Et il y a quand même il y avait déjà une, un questionnement et puis une interrogation là-dessus, mais ça a été un peu réévoqué là dans le cadre de ces débats. Les projets de territoire aussi à taille acceptable. Voilà, on a vu, nous, en Aveyron, des projets de 70 hectares dans des espaces sensibles, notamment là, au nord de Rodez, sur le Cos Comtal. Voilà, c'est ce genre de projet qui euh, n'a pas de vocation à être autorisé. Et puis, il y a aussi la profession agricole, notamment, a relevé que ça pouvait être une opportunité pour de l'autoconsommation, pour un petit peu soulager et rendre les exploitations agricoles moins vulnérables aux hausses du coût de l'énergie, parce que les exploitations agricoles, notamment les élevages, sont des gros consommateurs en matière d'énergie. Voilà, donc je rappelle que ces travaux seront validés aussi par tous les acteurs du territoire. Je vous ai pas dit la composition des groupes de travail. Bon, on retrouve sans surprise la préfecture avec la sous-préfète qui est en charge des ENR. On a un DGA du parc naturel des Grands Cosses aussi qui est copilote. Bon, la DDT, conseil départemental, la chambre d'agriculture, on a la Confédération Roquefort qui est représentée, on a aussi Enedis, on a des porteurs enfin, des promoteurs ENR, à savoir France Renouvelable et les syndicats des énergies renouvelables. On a une communauté de communes,
on a un parc naturel régional, on a l'ADEME, on a le SIDA. Donc voilà. Et ça, ce sera un petit peu, une fois que le groupe de travail aura établi sa doctrine, ça sera revalidé par l'instance stratégique, là, présidée par Monsieur le Préfet, qui est encore plus large. Donc voilà. Comme je vous le disais, en Aveyron, on a une chambre d'agriculture qui est assez active et qui veut vraiment conserver son potentiel agricole départemental et qui considère que les toitures et les parkings doivent être suffisants en Aveyron pour pouvoir développer le photovoltaïque. Euh, Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, je voulais juste peut-être en conclusion vous dire que vous l'avez vu en Aveyron, la position elle est plutôt réservée, notamment parce qu'on a une situation très particulière. On a une forte concurrence foncière sur les terres agricoles. On peut avoir des terrains agricoles sur des plateaux qui se vendent à plus de 10 000 euros l'hectare. On a des productions agricoles à valeur ajoutée assez forte, hein. On a le Roquefort, on a le coopérative Jeunes Montagnes, on a une structuration agroalimentaire aussi importante. On a plein d'AOC et d'AOP. On a connu quelques affres avec l'éolienne où on a vu une concurrence un petit peu, où certains agriculteurs profitaient de l'implantation de mâts au détriment d'autres agriculteurs, donc avec des crispations sur les territoires. Et puis, on pense du coup que euh, les espaces sensibles quand même qui aujourd'hui sont plus ou moins protégés. On est un peu comme beaucoup de départements. On a un territoire qui est assez privilégié, mais on n'a pas forcément les outils de protection, notamment protection faible, voire protection forte, qui vont avec. Donc, on a quand même des risques. Et comme je vous l'ai expliqué, il y a d'autres enjeux. Et c'est vrai que devant un juge administratif, parce que c'est comme ça que ça va se terminer. C'est-à-dire que si on a un porteur de projet comme on dit, juxte-boutiste, il va peut-être aller jusqu'à des tribunaux. Donc, il vaut mieux qu'on ait plusieurs cordes à notre arc pour pouvoir maîtriser ce développement, à savoir des aspects défendre des aspects environnementaux et puis aussi des aspects économiques et des aspects, une doctrine peut permettre aussi d'être un argument supplémentaire pour arriver à maîtriser ce développement. Mais bon, voilà, situation de l'Aveyron, elle est pas la même d'un département voisin à un autre. On a le Lot, par exemple, qui aujourd'hui a une déprise enfin une déprise foncière et où c'est sûr que les porteurs de projets ont des discours qui sont beaucoup plus entre guillemets acceptés par les différents acteurs socio-économiques du département. Voilà. Donc, ça ne nous empêche pas, malgré tout, d'avoir beaucoup de sollicitations et donc pas mal de préoccupations. Sylvie peut en confirmer. Voilà. Voilà, je ne sais pas si vous avez des réactions ou des questions. Oui, alors il y a déjà une question dans le chat et ensuite Nina Chun qui a levé la main. Donc, je vais lire la question du chat. Donc c'est voilà, on a compris que la Chambre défendait le côté agricole, forcément sur ces projets-là, mais quelle structure s'occupe du volet environnemental? Alors, j'ai pas insisté, mais sur l'aspect instruction. Donc, tous ces permis vont être instruits par l'État. Donc, c'est une fois que ça arrivera à l'instruction, c'est mes collègues de l'URBA qui feront leur travail, qui vont solliciter les différents services, notamment le service biodiversité, qui vont vérifier que les études environnementales sont correctes, tous les partenaires locaux, et c'est à ce moment-là qu'on pourra vérifier que il n'y a pas d'atteinte aux ressources naturelles. Mais notre principe, et on avait déjà développé ça avec l'éolienne, c'est d'essayer de filtrer très en amont ces projets. C'est-à-dire que ces projets, dès qu'ils veulent passer
un pôle ENR, on leur demande quand même d'établir suffisamment de données pour pouvoir vérifier si c'est compatible. C'est clair que quand on nous a présenté un projet de 70 hectares sur le Coscontal, là, au nord de Rodez, les enjeux environnementaux sont tout de suite été mis en avant et sans avoir d'études 4 saisons ou des choses comme ça, on savait déjà que par les inventaires, par la connaissance de ce territoire, on avait des enjeux identifiés. Donc, le, l'aspect espace naturel et sensibilité écologique est souvent mis en avant très en amont de, de, de l'instruction. Je sais pas si ça correspondait. Nina, ça répond à ta question? Oui, 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 oui. Non, mais du coup, c'est comme le reste. Enfin, c'est sûr qu'il n'y a pas de porte-parole. Je pense l'exemple que vous avez pris sur le Larzac en disant que la Chambre a évidemment une vision agricole des parcours, mais en tant que, enfin, et c'est aussi un site Natura 2000 et l'enjeu biodiversité est présent et il n'est pas forcément défendu. Enfin, du coup, ça passe que par les services de l'État, si je comprends bien. En Et voilà. Ça m'a CDPNAF, question. on a aussi les associations de protection de l'environnement qui siègent. Donc, ils sont généralement bien au fait des projets et des sites. On a généralement l'association principale du département, la LPO, peut-être plusieurs qui sont plus petites que la FNE ou qui sont adhérentes, mais du coup, en CDPNAF, voilà, ils arrivent à défendre leur point de vue, mais ils sont, mais Oui, au ok. maximum, ils sont 3-4 sur toute l'Assemblée, quoi. Mm. En plus de l'Adrial qui instruit les dossiers, donne l'avis enfin la MRAE qui donne l'avis sur le projet. Ok. Oui, en fait, il y a trois niveaux. Il y a le pôle ENR, très en amont. Après, il y a la CDPNAF et puis il y a l'instruction, autorisation urbain finale. Donc, c'est vrai que j'ai pas trop insisté sur cet aspect-là, mais la partie environnementale, elle est aussi elle participe pleinement à donner un avis sur un projet. Ce que je voulais insister sur ma présentation, c'est que la doctrine, c'est de réunir les gens pour permettre de trouver un consensus et travailler avec le monde agricole est jamais facile. Mais bon, c'est quand même des partenaires qui sont un peu incontournables, notamment là, en agri-PV, quoi. Merci pour ces éléments. Nina, Sean, du coup, cette fois-ci. Oui, alors ma réaction était un peu dans le même sens que, que Nina. Entre Nina, on a les mêmes. Non, mais au-delà de ça, il était question que le document cadre soit rédigé par la Chambre d'agriculture, en fait, pour Oui. que ce soit en espace agricole, mais aussi naturel et forestier. Et bah, enfin, non pas qu'il n'y ait pas d'agriculture sur nos espaces naturels, ça, évidemment, on travaille avec les agriculteurs au jour le jour, mais oui, enfin, ça pose clairement question au-delà de qui porte la voix dans les différents circuits. En fait, pour moi, la voix de l'environnement et de la biodiversité doit être portée dans le document cadre. Et j'ai quand même le sentiment que, un truc va être rédigé. Alors après, enfin, vous êtes l'exemple sur l'Aveyron, mais je sais que nous, dans l'Hérault, à ce jour, ni les collectivités, ni enfin, qui sont impliquées sur l'aspect purement photovoltaïque dans le cadre des plans climat et compagnie ne sont sollicités ni dans le cadre de nous, gestionnaires d'espaces naturels. Et je trouve que pour moi, j'ai quand même le sentiment qu'il va y avoir un document cadre qui va être très agricole, ce qui est très bien, hein. Enfin, il faut défendre le parcellaire agricole, c'est pas la question, mais probablement à un moment au détriment de nos espaces naturels, quoi. En tout cas, c'est le sentiment que j'en ai et j'ai l'impression qu'il n'y a toujours pas de clarification là-dessus, ou en tout cas que ça reste en l'état. Alors, le document cadre, il devra être approuvé par le préfet à la fin. Et je
pense que de toute façon, ils vont pas pouvoir faire n'importe quoi. Si, ils vont être encadrés par la réglementation en vigueur et ils pourront pas aller au-delà. Ou alors, même si je suis d'accord qu'ils vont leur entrée va être d'abord regarder le parcellaire potentiel, mais ils devront se conformer à la réglementation en vigueur. Oui, mais typiquement sur les habitats d'intérêt communautaire, enfin, s'il y a de la plantation de culture, c'est possible. Mais si du coup c'est de l'agrivoltaïsme, il va y avoir à la fois de la plantation plus du photovoltaïque. Est-ce que ça, enfin, ça restera de la destruction d'habitats d'intérêt communautaire? Enfin, je, je je trouve quand même que, et pour moi, juste le fait que ce soit relu par les services de l'État, enfin, oui, c'est très bien et heureusement, mais pour moi, il y a un manque de prise en compte des enjeux en amont. Et c'est pas juste la réglementation qui peut faire ça, à mon sens. Mais peut-être que je me trompe. Enfin, de toute façon, je sens bien qu'on n'a pas trop le choix. Dans les études qui sont faites, il y a le bureau Faune Flore qui va donner ses recommandations en fonction des habitats qu'il a identifiés. Donc, si Ok. c'est des habitats qui sont reconnus communautaires, comme vous dites, ben, ils vont nous imposer soit de ne pas y toucher, Mhm. soit de faire des passages à certaines périodes. Et nous, on s'adapte par rapport à leurs recommandations dans les réalisations des EPA et des projets agrivoltaïques. Euh, Après, ça va aussi dépendre de l'aplomb du bureau d'études. Il y a des bureaux d'études qui vont être très, très protecteurs et il y en a qui bah, vont facilement dans le sens du développeur, mais dans ce cas-là, c'est l'Adréal aussi qui remet un coup derrière en disant ça, c'est un habitat à protéger, on ne fait rien ou alors on adapte un peu plus. Après, dans la doctrine, je peux pas, voilà, Mhm. vous parler de doctrine au départ. Là, je peux pas intervenir, mais je sais que dans la réflexion des projets, c'est identifié en amont lors des études. Et qu'un agriculteur, si le projet se faisait pas, il peut faire ce qu'il veut, mais du moment qu'on fait le projet et qu'il y a un bureau d'études qui passe et qui identifie certaines plantes ou certaines espèces qui sont présentes sur site, eh ben, ils vont devoir s'adapter pour faire le projet. Et j'ai juste une autre question. Il me semble qu'il est des questions que les chambres d'agriculture carrément identifient ces histoires de parcelles incultes. Alors, bon, nous, dans la gestion d'espaces naturels, de parcelles incultes, mais, mais incultes ou en tout cas vues comme telles, est-ce que enfin, ces cartos sont faits pour chaque département, du coup, j'imagine? Et de la Oui. même manière, en fait, c'est pas parce que c'est un terrain inculte que pour d'autres enjeux, c'est pas. Enfin, en fait, pour moi, c'est un peu la même chose. C'est juste un peu le manque d'implication des acteurs locaux sur la gestion d'espaces naturels qui est justement en amont, parce que pour éviter ce qui était dit tout à l'heure, de se retrouver à ne pas accepter un projet parce que l'étude d'impact a mis en évidence quelque chose qu'on aurait déjà pu identifier avant même que tout projet voit le jour, quoi. Alors, je sais pas si Monsieur Juste, Bousquet peut répondre. juste une petite précision. En fait, le document cadre, il a juste une portée limitée. En fait, il va rendre l'avis de la CDPNAF par un simple avis. Donc, en fait, grosso modo, la CDPNAF ne sera plus bloquante. Mais derrière, il reste quand même toute l'instruction permis de construire classique par les services de l'État. Donc, s'il y a des sensibilités, s'il y a des espaces naturels, des choses comme ça, et si le projet n'est pas compatible, c'est à ce moment-là qu'il sera, comme on dit, euh, bloqué, quoi. J'avais compris que la Chambre donc propose les terrains et ensuite ça doit être validé en CDPNAF avant d'être proposé et en arrêté préfectoral avec. Donc du coup, en CDPNAF, on va avoir aussi les associations environnementales qui vont et puis aussi certaines collectivités qui vont être au fait de protection de certains territoires. Qui vont peut-être dès ce moment-là bloquer certains sites en disant bah non, de toute façon, il y aura des intérêts, des enjeux environnementaux et du coup, le projet pourra jamais se faire. Donc, autant pas les proposer, ces surfaces-là. Donc, en fait, pour compléter, c'est
Les documents d'urbanisme type PLU, voire quelquefois les SCOT s'intéressent à ces développements de NR, vont être très importants. C'est à ce niveau, grosso modo, ça reste quand même l'arme nucléaire, entre guillemets, pour autoriser, interdire ou réglementer ce type d'installation. Alors même si aujourd'hui beaucoup de PLU n'avaient peut-être pas anticipé cette vague, euh, si vous avez des documents d'urbanisme en cours d'établissement, c'est là qu'il faut être vigilant. Parce que ça sera difficile pour même pour l'État de bloquer un projet si en plus le document d'urbanisme prévoit l'installation de centrales au sol type agri-PV dans des secteurs non désirés. Très bien, merci beaucoup. Nina, tu peux t'exprimer à l'oral sur la dernière question. Il nous reste un petit quart d'heure, donc tu peux toujours lancer le sujet. Euh, non, en fait, je me disais, tout le volet compensation, du coup, on ne l'a pas abordé aujourd'hui, mais c'est un sujet qui est très vaste et voilà, enfin, je me demandais si on pouvait échanger un petit peu là-dessus ou pas. Alors moi, je ne saurais pas répondre, ça peut être abordé plus tard, on peut effectivement creuser un peu le sujet, mais c'est vrai que du coup, Guy, Lauriane, vous savez si ce sujet de la compensation, il est étudié lors des projets, dans le cadre des dossiers, comme ça peut l'être sur d'autres projets d'énergie renouvelable, notamment l'éolien. Alors, alors s'il est bien établi pour éoliennes et surtout pour PV au sol, en fait, à l'agri-PV, il y a un débat parce que si c'est agri-PV, si c'est compatible, du coup, il n'y a pas de, on considère qu'il n'y a pas de perte agricole, donc il n'y a pas de compensation. C'est un peu le raccourci. Je ne sais pas si Lauriane, tu veux compléter, mais c'est un peu ce qui se trame de ce côté-là, quoi. C'est ce qui dit un bon projet agrivoltaïque ne devrait pas avoir de compensation. Après, je mets une petite nuance parce qu'on a quand même des surfaces qui sont non valorisables derrière. Et du coup, il y a certaines DDT par chez nous qui commencent à dire pas de compensation ou peu. Parce que on doit avoir moins de 10% de surface non valorisable entre le projet, enfin l'avant-projet et le projet. Et du coup, pour moi, ces surfaces-là, on les intègre. En fait, on a des calculs différents en fonction des régions. C'est génial, on s'ennuie pas en France, on s'adapte en fonction des départements, des fois. Et du coup, dans notre calcul de surface qui est perdue, au mieux, on va prendre en compte ces surfaces non valorisables et parfois aussi des délaissés qui peuvent être faits autour des parcelles. Et du coup, ça amène des compensations et qui sont des calculs, en fait, juste un montant du préjudice calculé en fonction de la formule soit de la région, soit du département. Et après, bah, c'est en fonction des départements également. Soit ça va obligatoirement dans un fonds, et du coup, là, c'est la chambre et la DDT qui gèrent bah, où ça va. Soit, des fois, on peut proposer plutôt des projets à chaque fois. Alors, ça dépend des bureaux d'études, mais préférentiellement qui sont locaux. Et c'est validé ensuite lors de la CDPNAF si ça convient à tout le monde. Je sais pas si c'était ça, le fond de la question. Le calcul de la compensation. On t'entend pas bien, Nina, ça. Le calcul de la compensation varie d'une région à une autre. Du coup, je ne savais pas. Oui, on a des méthodes différentes. On a une méthode Nouvelle-Aquitaine, on a une méthode Île-de-France, on a une méthode. Pour l'instant, et il y a même des calculs des fois départementaux. Donc, on s'adapte. Je me permettrais d'ajouter vis-à-vis de la compensation, puisque dans le cadre des études, ben, c'est nous qui faisons le calcul. Euh, Quand il y a compensation, il y en a qui considèrent que du coup, il n'y a pas eu assez de réduction ou d'évitement.
Nous, on essaye d'appuyer sur le fait que en fait, les impacts positifs sont prévisionnels, tandis que les impacts négatifs sont plutôt avérés, que ce soit sur la surface. On prend aussi en compte le fait que le paysage agricole sera figé pour quelques années, parce que si on met des panneaux pour du pâturage, bon, pourra plus faire de culture ou des choses comme ça. Enfin bref, donc on essaie d'argumenter à ce niveau-là pour essayer d'avoir toujours une compensation qui va être visée plutôt sur le collectif. La DDT du Gers est très attentive vis-à-vis de ça, que sur les projets PV, en tout cas, c'est plutôt des projets individuels qui vont bénéficier à l'exploitant et aux propriétaires, et d'avoir une compensation collective qui puisse, on fait toujours une proposition de compensation qui est plutôt vers le local, à l'échelle de la commune, de l'intercommunal ou du Gers, pour la filière. Mais c'est vrai qu'avec l'agri-PV, la DASEA est un peu à part sur cette manière d'aborder les choses. On a tendance à dire, ah ben non, l'agri-PV, ça apporte du bonus, donc il doit pas y avoir de compensation. Après, très honnêtement, sur les montants de compensation, nous, on dit aux développeurs, bon, c'est bon, hein, vous avez lâché un peu d'argent pour le collectif agricole. C'est toujours, c'est assez valorisant au sein de la DDT du Gers parce qu'ils voient ça comme effectivement quelque chose qui est injecté au collectif et pas comme une moindre mesure de réduction ou d'évitement. Après, moi, j'aimerais poser une question aussi, c'est que on réalise du coup des protocoles de suivi parce que le décret le demande par rapport au suivi des rendements ou même au suivi comment, de l'économie pour le maintien de la structure photovoltaïque, hein, comme vous avez présenté tout à l'heure, s'il y a trop de réduction de rendement, si les panneaux ont un impact du coup sur l'activité agricole, il y a démantèlement, normalement. Donc il y a un suivi qui est réalisé de ce côté-là. Comme on a aussi un grand manque de retours d'expérience et de données chiffrées, est-ce que ça intéresserait les associations de réaliser des suivis qui seraient plus orientés sur le niveau environnement? Parce que après, voilà, c'est une question de moyens et de financement. Quand on fait les protocoles de suivi, on essaie d'intégrer des coopératives locales qui, en fait, travaillent déjà avec les agriculteurs et d'avoir des données qui sont assez faciles à produire. Dans le cadre de suivis environnementaux, qu'est-ce qui peut être envisagé avec les associations, qu'est-ce qui pourrait être intéressant de faire comme étude? Voilà, question que je pose. Alors, moi, j'ai pas compris la question, je suis désolée. J'ai pas compris où, où était la question. Quels sont les suivis environnementaux qui sont faits ou qui seraient intéressants d'être portés par les associations, c'est ça? Mais au niveau environnemental. C'est ça, parce qu'on fait toujours d'un point de vue agricole, c'est vrai, mais comment on peut inclure un peu plus d'environnement dans le cadre de ces suivis? Alors, de mémoire, parce que j'ai travaillé chez un développeur, on a obligatoirement un suivi qui est proposé dans dans l'étude d'impact. Et normalement, c'est soit le bureau d'études qui a fait l'étude de faune-flore qui fait un suivi derrière, soit les associations locales de protection de l'environnement. Moi, je sais que celle où on est en Indre-et-Loire en fait sur des sites photovoltaïques. Après c'est des appels d'offres au final. Il suffit que les développeurs consultent les associations locales et du moins aient connaissance de toutes les associations locales. Et elles peuvent tout à fait répondre. Elles sont peut-être même un petit peu... enfin, après, soit elles seront plus objectives d'un certain point de vue, soit le développeur peut aussi dire que bon, elles sont un petit peu plus dures. Mais au moins, les informations seront un peu plus locales. Et pour moi, il me semblait que c'était obligatoire, Monsieur Bousquet, si vous avez des infos là-dessus. Non, c'est vrai que nous, on est un peu loin de l'aspect instruction proprement dite, donc je ne peux pas vous confirmer ou vous infirmer quoi que ce soit. J'ai peut-être oublié de vous donner un autre aspect à ce développement. En fait, l'agri-PV passe par une conjonction. Économiquement, c'est pas facile.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'agri-PV, on demande d'installer des mâts, des trackers, donc c'est un coût d'installation proche d'une ombrière, sans pour autant offrir des rendements aussi importants, parce que souvent la couverture, on l'a vu, il faut qu'elle reste inférieure à 40%, voire même au-delà. Donc ça demande des câbles, ça demande des clôtures, ça demande des choses. Donc, c'est pour ça que vous voyez arriver beaucoup de projets d'agri-PV d'une certaine taille. C'est que si on n'a pas une taille, on n'a pas le rendement économique, enfin, l'équilibre économique n'y est pas. Donc, voilà pourquoi on a aujourd'hui des très gros projets qui arrivent dans tous les départements. Et on imagine que un projet d'agri-PV complémentaire pour l'agriculteur de 4000 mètres carrés pour assurer son autosurveillance, éventuellement lui donner un complément de revenus, eh bien, malheureusement, on n'y aura pas d'intérêt économique, donc on n'aura aucun porteur de projet qui va se proposer. C'est pour ça que l'agri-PV, hormis réservé dans des cas un peu particuliers de département des prises, avec l'acceptation de faire des très grosses centrales, je pense pas que ce soit quand même un raz-de-marée. Vous avez vu quand on a le prix du kilowatt à zéro, et ça va on peut, même si demain on peut penser que on va s'adapter et que on fera des usages un peu plus importants de ces baisses de ces afflux d'énergie à des moments très, très particuliers de la journée. Pour l'instant, je vois pas comment, si le marché libre comment on dit, perdure, comment on va avoir des investisseurs qui vont aller sur ce schéma-là. Aujourd'hui, c'est la creux qui maintiennent artificiellement le prix élevé et le développement élevé. Mais déjà, il y a des signaux d'alerte qui disent que compte tenu du développement du parc, ces prix-là vont baisser. Et s'ils baissent mathématiquement, les premiers qui en feront les frais, ce sera les, les parcs agri-PV. Donc, voilà, c'est peut-être sur ce, ces éléments-là, je pense que il y a une conjonction aujourd'hui parce qu'on a encore des prix de rachat élevés, mais c'est limité et ils vont baisser. Je pense que du coup, l'Eldorado promis Agri-PV, je pense qu'il va être assez limité. Mais enfin, ça, c'est mon point de vue à moi, mais euh, Et ils ont commencé à anticiper cette question-là, cette problématique-là, de stocker l'énergie dans des batteries. Alors après, c'est sûr qu'il va y avoir un coût à la construction plus important, mais du coup, de relarguer l'électricité au moment où il y a le plus besoin, où il y a moins de production solaire normalement, et où c'est plus cher. C'est des petits malins. Je me doute pas qu'ils vont trouver une solution. Jocelyne, tu voulais intervenir? Je vois que tu as baissé la main, mais Oui, j'ai baissé la main parce qu'on arrive à la fin ah oui, mais de la session, mais c'était juste pour une remarque et puis rebondir sur ce que disait Estelle tout à l'heure. Une remarque, c'est que c'est la difficulté finalement qu'il y a entre considérer un espace agricole ou environnemental et que cette limite, elle est tellement poreuse que on a toute une gamme d'espaces qu'on appelle agricoles, mais qui sont parfois des espaces indispensables pour la biodiversité et qui sont enfin majoritairement finalement des espaces d'accueil de la biodiversité. On a parlé tout à l'heure des parcours de pâturage dans l'Aveyron. On est typiquement sur ce cas-là. Est-ce que c'est un espace agricole? Est-ce que c'est un espace naturel? C'est très très difficile de faire une limite là-dedans. Et donc les études préalables, bien sûr, aident à définir les enjeux, à les visualiser, etc. Et à prévoir les mesures de réduction, voire de compensation, qu'elles soient environnementales ou agricoles. Et par rapport à ce que disait Estelle tout à l'heure, alors c'était quoi? Il me semble que j'avais une remarque. Ah oui, par rapport au retour d'expérience, on manque énormément de retours de suivi. Alors,
obligatoire ou pas, il y en a sans doute qui se font. Par contre, on n'a pas connaissance et c'est pas centralisé. Et c'est très compliqué d'avoir des retours d'expérience sur ce qui se passe et ces résultats de suivi qui peuvent se faire peut-être un peu partout en France, mais finalement, euh, c'est peu publié encore, sans doute, ou c'est compliqué. Donc voilà, on a quelques suivis en particulier sur une centrale photovoltaïque sur des enjeux de flore protégée. On manque cruellement d'informations sur l'effet de l'installation de panneaux solaires sur des milieux, alors on va dire semi-naturels, mais et sur les habitats qu'ils abritent. Et c'est vraiment toute une connaissance qui reste à construire actuellement. Merci Jocelyne. Ben, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Effectivement, hein, pour être honnête, ben, vous avez reçu le mail que j'avais envoyé. On a hésité même à maintenir ce café Gênes. Et alors, je suis ravie de ne pas l'avoir annulé parce que c'était très intéressant et on a eu beaucoup d'éléments, même s'ils ne sont pas en lien avec la biodiversité, mais parce que justement, on a beaucoup de mal à trouver aujourd'hui justement des études et des retours sur l'impact en lien avec la biodiversité. Alors, je sais qu'il y a quelque chose qui est en cours, alors je ne sais plus si c'est l'INRAE ou quel organisme par rapport aux pollinisateurs, par rapport à ce que tu disais, Jocelyne, justement, qu'il y a des espaces qui sont, voilà, qu'on estime agricoles, mais qui ont un lien très fort avec la biodiversité, et notamment avec tout ce qui est pollinisateur. Les études sont en cours, elles ne sont pas encore terminées. Il y a aussi des expérimentations qui vont être lancées sur certains territoires, et notamment le parc des Grands Cosses. Je vois que Laure, tu as rallumé ta caméra. Voilà, donc on manque cruellement effectivement de retours sur ces sujets-là et d'études, mais j'espère qu'on va arriver d'ici quelques temps à en avoir un peu plus et on reprogrammera dans ce cas-là, et puis notamment sur le sujet éventuellement peut-être de la compensation aussi, un café gène quand on aura un peu plus de données à ce niveau. Voilà. Donc, je remercie beaucoup Lauriane et Guy qui nous ont quand même apporté beaucoup d'éléments indispensables et très intéressants sur le sujet. Merci à tous les participants. Je vous envoie comme d'habitude un petit mail avec les études, avec les présentations qui ont été faites aujourd'hui. Et voilà, et le replay sera bientôt disponible sur notre chaîne YouTube comme d'habitude. Je vous souhaite, si on ne se revoit pas d'ici là, un bel été, ceux qui partent en vacances au mois de juillet bientôt. Et à très bientôt. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée, merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bonne journée.